Bonjour, je suis Jean-Paul Chaput, je suis ingénieur au Lipsys et architecte principal de la chaîne de CAO pour la VLSI Coriolis. Coriolis permet de réaliser des puces électroniques qu'on appelle aussi chips ou encore semi-conducteurs. Avant d'entrer plus dans le détail, je vais préciser ce dont nous parlons. L'importance stratégique des puces est apparue clairement ces dernières années. Nos sociétés en sont devenues extrêmement dépendantes dans presque tous les domaines. Par exemple, on estime que les constructeurs européens de voitures n'ont pas pu produire 2 millions de véhicules à cause de pénuries. Plus récemment, les États-Unis ont déclaré un embargo non seulement sur les puces, mais surtout sur les machines servant à les fabriquer contre la Chine. Elles sont construites exclusivement en Europe par la société ASML. Au-delà de ces aspects, nous avons aussi des problèmes de durée de vie. Une puce est généralement commercialisée pendant moins de 10 ans, mais certaines installations, comme les centrales nucléaires, peuvent avoir une durée de vie dépassant 50 ans. Comment assurer la pérennité de l'approvisionnement? Enfin, on peut parler des problèmes de sécurité. Comment garantir qu'une puce fabriquée à l'autre bout du monde n'a pas subi d'altération introduisant un cheval de Troie matériel? On peut diviser la réalisation complète d'une puce en deux grandes étapes. Tout d'abord, sa conception. Il s'agit de partir d'une description mathématique abstraite décrivant son fonctionnement. On va ensuite, avec une séquence de logiciels de CAO, transformer cette description en un gigantesque plan en 2 dimensions. Ce plan n'est qu'un dessin, mais obéissant à des règles extrêmement contraignantes. On appelle ce plan le dessin des masques ou layout en anglais. Dans la seconde étape, on envoie le dessin des masques à une usine spécialisée qui va fabriquer physiquement la puce. Ces usines sont les fameuses fonderies, que l'Europe et les États-Unis souhaitent rapatrier sur leur sol à coût de dizaines de milliards d'euros. La chaîne de CAO pour la VLSI Coriolis intervient à la fin de la première étape. Elle permet la dernière étape de transformation de la description mathématique en un dessin des masques. 3 sociétés seulement en proposent au niveau mondial, Cadence, Synopsys et Mentor. 2 sont américaines et la 3e allemande. Dans le domaine du logiciel libre, nous trouvons Coriolis et OpenRoad. Ces faibles nombres sont significatifs car ils reflètent la difficulté du problème. Notons au passage qu'OpenRoad est américaine et soutenue par la DARPA à hauteur de 100 millions de dollars sur 5 ans. Le choix d'une licence libre permet de résoudre les problématiques de sécurité et de pérennité. Nous avons choisi de privilégier dans un premier temps les technologies matures, c'est-à-dire techniquement bien maîtrisées et amorties financièrement. Ces technologies sont abordables pour les PME-PMI pour peu qu'elles disposent des outils de CAO appropriés. Nous supporterons ensuite progressivement des technologies plus avancées. Coriolis a été développée sur une période de plus de 15 ans. Elle intègre les résultats de recherche, en particulier dans l'étape de placement détaillé et le support intégré des circuits mixtes, c'est-à-dire contenant des parties analogiques et numériques combinées. Cette fonctionnalité étant unique, y compris chez les outils commerciaux. Nous avons maintenant atteint un niveau de développement très au-delà du simple démonstrateur académique et nous avons commencé à fabriquer des circuits à travers diverses collaborations. À titre d'exemple, le LibreSoC d'1,3 million de transistors en technologie TSMC 180 nanomètres, le RISC-V Minerva de 220 000 transistors en Google Skywater 130 nanomètres et le Retro microcontrôleur de 102 000 transistors en TSMC 350 nanomètres. Bien, alors je vais lancer un script qui va réaliser automatiquement un petit circuit. En l'occurrence, c'est le circuit de l'Apple II, pour être précis. Donc, ce qu'on a vu très brièvement au début, c'est l'arbre d'horloge, parce que le signal d'horloge va définir la vitesse à laquelle va fonctionner le circuit, et donc on a besoin d'avoir un routage particulier pour ce signal. Maintenant, ce qu'on voit en ce moment, c'est le placement des petits éléments logiques. En fait, chaque petite boîte que l'on peut voir ici est un élément de logique, par exemple un inverseur, un AND, un petit élément de logique booléenne. Et le placeur, en fait, fonctionne de façon itérative, un petit peu comme quand vous étalez de la pâte quand vous faites de la pâte à tarte. Et à chaque passe, vous allez étaler un petit peu plus votre pâte sur votre plan de travail. C'est ce qui se passe ici, et c'est ce qu'on peut voir graphiquement, c'est-à-dire que vous voyez que les cellules sont de plus en plus étalées, elles se superposent de moins en moins. Et donc, à la fin, on va atteindre une dernière étape de désuperposition complète, et à ce moment-là, on va bien voir que les choses sont mises de façon extrêmement régulière, sous la forme pratiquement d'une matrice parfaitement régulière. Voilà, il est dans les dernières phases. Voilà la phase dite de légalisation, où on résout finalement toutes les superpositions. Ensuite, on voit
Tout ce violet, c'est en fait les fils tels qu'ils vont être routés. Et maintenant, on passe à l'étape de routage détaillé, c'est-à-dire qu'on va tirer les fils électriques qui vont relier toutes les petites cellules entre elles. Et donc, voilà, maintenant c'est terminé. On a un circuit complet, placé et routé, et prêt à être envoyé en fonderie. Et donc, comme je le disais, c'est un dessin. On voit un gros dessin. Et si on fait un zoom à l'intérieur, ici par exemple, sur le coin supérieur, et que j'affiche les transistors, on va voir que c'est un dessin bon, qui présente certaines régularités, bien sûr, mais voilà. Et ce qu'on peut voir ici, ce sont les transistors individuels. Voilà, je vous remercie.